Bienvenue dans cette capsule sur la rentrée scolaire. Avec Claire, on avait très envie d'aborder ce sujet avec vous parce que chaque année, c'est la même chose. Rentrée scolaire pour nos enfants et certains enfants rencontrent des difficultés. Avec Claire, dans notre accompagnement, on a l'habitude de recevoir des familles avec des enfants qui traversent cette période de manière plutôt difficile. Et ça nous tenait à cœur de vous partager en amont de la rentrée mais quelques petites recommandations, quelques petits conseils. Mais avant de commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on se présente. Donc Claire, je te laisse te présenter. Merci Mélanie. Donc je m'appelle Claire, j'habite dans les Ardennes et je suis maman de 3 enfants. La grande a 10 ans, la moyenne a 5 ans et demi et le petit dernier, vient de fêter ses 3 ans. Donc vous l'aurez compris, j'ai déjà vécu 2 rentrées scolaires et cette année, c'est celle de mon petit dernier et donc c'est vrai qu'avec Mélanie, voilà, on trouvait que c'était vraiment intéressant de pouvoir parler de la rentrée scolaire et je vous avoue que moi, je suis en plein dedans. Donc voilà, on va vous partager un petit peu, nos petits tips, tout ce qu'on peut essayer de faire en amont pour que ça se passe au mieux. Et puis partager aussi les petits points de vigilance si jamais tout se passe pas comme prévu. Oui, et donc je vais me présenter. Moi, je suis Mélanie Jobé-Duval. Je suis également maman d'une petite fille qui a 8 ans et qui fera sa rentrée prochaine en CE2. Et je suis également dans l'accompagnement des parents et des enfants en communication intuitive pour aider les familles à comprendre ce que leur enfant traverse et à mettre des mots sur des situations pour lesquelles les enfants n'arrivent pas à mettre des mots. Et Claire est également praticienne en communication intuitive et accompagne aussi les familles dans les différents passages qu'on peut traverser avec nos enfants. Mais aujourd'hui, c'est focus sur l'école et la rentrée scolaire. Comme chaque année, on va retrouver des enfants qui vont partir à l'école avec beaucoup d'élan, qui vont être heureux soit de découvrir l'école pour la première fois ou de retrouver leurs copains-copines de l'année dernière. Et pour d'autres, c'est plus difficile. C'est souvent des pleurs, des enfants qui restent accrochés aux parents. Et pour l'avoir traversé, on se sent complètement démuni et on ne sait pas quoi faire pour eux, pour les aider. Donc l'idée de cette capsule, voilà, c'est d'échanger avec vous à ce sujet. Et d'ailleurs, avant de lancer cette capsule avec Claire, on vous a proposé de répondre à une petite question et de nous dire si c'est votre première rentrée scolaire pour vos enfants, est-ce que vous avez des craintes particulières? Et si vous avez déjà des enfants scolarisés, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées avec eux? Et ce qui nous a étonné à la réponse, c'est que pour les parents pour qui c'est la première rentrée scolaire, les questions sont surtout liées au rythme, au changement de lieu, d'environnement pour les enfants. Par contre, pour les parents qui ont déjà vécu des rentrées scolaires, la plus grosse difficulté rencontrée, ce sont les séparations au moment de déposer les enfants à l'école. Et ce qu'on a trouvé très étonnant, c'est qu'aucun parent pour qui c'est la première entrée scolaire n'a identifié, du moins nous a parlé de cette crainte possible de la séparation. Je ne sais pas comment Oui. ça s'est passé pour toi, Claire, avec tes enfants pour leur rentrée scolaire, si tu as vécu ça aussi. Oui, c'est hyper intéressant effectivement parce que finalement, un peu comme une famille qui met un enfant au monde et qui découvre le postpartum, parfois un peu sur le tas, et bien là, les parents découvrent un petit peu les problématiques qui peuvent se jouer au moment de la rentrée scolaire, quand ils la vivent. En amont de la première rentrée, on n'imagine pas forcément que la séparation va être difficile avec son enfant. Et selon son enfant et son propre vécu, ça peut être plus ou moins difficile. Moi, sur les 3 enfants, j'ai la grande pour laquelle les séparations étaient extrêmement difficiles. La deuxième qui partait d'elle-même sans même me dire au revoir. Voilà. Et le troisième que je sens aussi un petit peu plus accroché. Donc voilà, je vais avoir une attention particulière justement sur comment anticiper la séparation et essayer de comprendre aussi ce qui se joue pour lui au moment de la séparation entre nous. Voilà, est-ce que c'est juste parce que c'est un lieu inconnu, un lieu nouveau? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui se joue? Voilà, moi je vais essayer de décoder un peu ça pour que ça se passe au mieux et l'accompagner au mieux. Mais effectivement, tant qu'on l'a pas vécu,
on ne sait pas que ça peut être un moment qui est vraiment difficile, et à la fois pour les enfants et pour les parents d'ailleurs. Exactement ce que j'allais dire, parce qu'on peut se projeter, se dire, bon, bah, il ou elle peut pleurer un petit peu au début, mais après, ça va se tasser, ça va aller. Mais ce dont moi, je ne me rendais pas compte, c'est à quel point bah, ça venait me chercher à moi, et ça a été difficile pour ma fille, mais pour moi, ça a été très compliqué aussi de la laisser en pleurs bah, qu'on me la prenne des bras pour la mettre dans la classe. Euh, donc c'est vrai que ce sont des situations auxquelles on n'est pas forcément préparé, sauf si on l'a vécu à la crèche ou avec la nounou, où on sait que c'est possible et que ça peut se passer. Et on a déjà été confronté à ça. C'est vrai que dans les accompagnements qu'on propose et les familles qu'on reçoit, bon, ben, rentrée scolaire, on a énormément de demandes de la part de parents. Euh, à chaque fois, le mois de septembre, j'ai beaucoup de messages de mamans, souvent en pleurs, et je comprends, parce que bah, pour moi, ça a été la même chose, de se dire, bah, voilà, ça fait 2 semaines que ça dure, tous les matins, c'est des pleurs, et je ne sais pas quoi faire, je sens que mon fils ou ma fille est mal, et c'est difficile pour moi aussi. Comme Oui. tu disais, Claire, bah, en fait, derrière, il peut se cacher plein de choses, mais il y a des petites recommandations, des petits conseils qu'on peut peut-être vous partager et qui pourraient vous aider, comme nous, ça a pu nous aider avec nos enfants et certaines familles qu'on a pu accompagner. Est-ce que toi, déjà, pour ton fils, tu prévois de mettre en place quelque chose pour l'aider pour sa première rentrée scolaire? Oui, alors déjà, bah, c'est vrai qu'on lit beaucoup de livres. Ça, c'est un des premiers conseils qu'on peut donner, c'est vraiment de lire des livres qui parlent de la rentrée. Et souvent, au moment là de l'été, les magazines pour enfants sortent des histoires en rapport avec la rentrée. Alors, elles sont plus ou moins bien faites. Moi, je vous conseille vraiment de feuilleter, regarder si ça vous parle. Mais il y a aussi plein d'autres livres qu'on trouve en librairie et qui sont vraiment très bien faits, qui peuvent être très ludiques. Donc l'enfant, il joue en même temps qu'il lit l'histoire, et ça permet vraiment d'aborder la rentrée de manière calme, posée, comme quelque chose de normal, comme quelque chose de sympa, de cool, et de lui parler aussi des rythmes. Souvent, les livres sur la rentrée parlent du nouveau rythme, donc voilà, qui peut être différent de celui de la crèche ou celui que l'enfant connaissait en assistante maternelle. Donc ça, c'est pas mal. Venir commencer à parler de ça de manière très naturelle, longtemps en amont. Les enfants, ils aiment bien. Voilà. Donc ça, c'est un de mes premiers conseils. Ouais. C'est vrai que dans les accompagnements qu'on peut faire, les familles qu'on reçoit, il y a des enfants en communication intuitive, on vient se connecter à la sagesse de l'enfant et on vient écouter ce qu'il ressent à l'intérieur et ce qu'il n'arrive pas à exprimer. Et sur certaines communications qu'on a pu faire, ce qui revient, c'est des enfants qui expriment, enfin c'est la sagesse qui vient nous exprimer que le rythme, c'est trop et qu'il y a besoin d'un vrai temps d'adaptation pour l'enfant. Et alors c'est trop pour plein de raisons. Par exemple, parce qu'il y a bah, beaucoup de nouvelles têtes déjà dans la classe, de nouveaux enfants, puis dans la cour de récré, il y a une maîtresse, il y a souvent une ATSEM, il y a tout le personnel à la cantine aussi. Puis il suffit que l'enfant aille à la garderie le matin et le soir. Bah, des fois, on ne retrouve pas les mêmes animateurs. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de sagesse qui exprime qu'il y a comme une forme de trop-plein et besoin d'un vrai rythme d'intégration. Ouais, et ça, c'est hyper intéressant parce que donc il y a aussi le nouveau lieu. Il y a beaucoup de bruit. Il peut y avoir beaucoup de bruit. Des enfants qui étaient gardés par une nounou qui avait 4 enfants et une classe où ils sont 20, c'est pas le même bruit. Et il y a des enfants qui sont plus ou moins sensibles, hein. On parle de l'hypersensibilité. Moi, ma grande, c'est le cas. Et donc le bruit la fatiguait énormément. Et donc le soir, il y avait vraiment des grosses décharges émotionnelles, vraiment des grosses décharges émotionnelles. Et donc ça, voilà, il fallait l'accueillir, il fallait comprendre, et c'était pas facile en tant que parent, surtout que voilà, moi je l'ai pas compris tout de suite. Et donc voilà, on se pose des questions sur bah, qu'est-ce qui se passe à l'école, est-ce qu'il s'y sent bien, etc. Et en fait, je crois que c'était tout simplement le processus d'adaptation et la fatigue de sa journée qu'il fallait accompagner le soir. Donc ça peut aussi arriver, des grosses décharges émotionnelles le soir. Donc laisser
proposer un temps vraiment à l'enfant sur lequel il va pouvoir se sentir libre de décharger. Donc là, c'est pas facile en tant que parent, mais vraiment lui offrir cet espace-là, c'est très précieux et ils en ont besoin, les enfants. Ils en ont beaucoup besoin. Oui, c'est Françoise Dolto qui disait bah, la sortie de l'école, quand on récupère nos enfants, ne pas leur poser de questions sur ce qui s'est passé durant la journée, les laisser en parler s'ils ont envie, mais venir leur poser des questions, ça peut être très difficile pour eux parce qu'ils vont avoir plein d'images qui vont venir en tête, ils vont avoir du mal à les assembler et du coup, ça peut faire monter d'un coup tout ce qui a été ressenti. Et ça peut être difficile pour eux et difficile pour le parent qui accueille tout ça. Et bon, bah, quand on voit notre enfant qui déborde et qui n'est pas bien de sa journée, bah, on va s'inquiéter, on va se poser 10 000 questions. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Voilà. Donc, elle recommandait de ne pas poser de questions à l'enfant et attendre de voir s'il souhaitait en parler. Mais à nous aussi, en tant que parents, de parler de notre journée et de raconter, bah, tu sais, aujourd'hui, pendant que tu étais à l'école, bah, j'ai fait ça. Papa, il était au travail, par exemple, et il a fait ça. Et lui parler, lui expliquer pour que lui, bah, s'il a envie, il prenne, en fait, à force d'entendre, il va prendre l'habitude et venir en discuter. Mais en gros, ne pas poser de questions à l'enfant. Moi, Euh, ce que j'aime bien, Mélanie, moi, ce que j'aime bien, plutôt que de dire, voilà, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, etc., j'aime bien dire comment tu te sens. Parce que du coup, là, on vient vraiment l'aider à exprimer justement l'émotion là qui a peut-être. Donc, ça peut être je suis fatiguée ou je suis excitée, je suis énervée. Après, selon l'âge des enfants, ils savent plus ou moins exprimer les émotions. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, on leur ouvre vraiment l'espace pour venir déposer ce qu'ils ont besoin de déposer à ce moment-là. Oui, Ouais. des fois pour eux c'est difficile de l'exprimer. Quand ma fille elle était à la maternelle, bah, des fois c'était dur de dire ce qu'elle ressentait, comment elle se sentait. Et c'est vrai que la communication intuitive, on en a usé et abusé en sortie d'école, juste de savoir quelle est l'émotion, comment tu te sens et aller chercher une émotion et lui dire bah tu vois là ton petit cœur il me dit que bah, tu es fatigué. Ton petit cœur il me parle d'injustice. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ce mot? Et expliquer, remettre un petit peu du sens sur ce qui a été vécu. La sagesse va nous le pointer. Donc, on peut en reparler, mais c'est vrai que d'aborder ça sous l'angle émotionnel, bah, c'est Hmm. chouette c'est très chouette pour eux. Et là aussi, je te rejoins parce que moi, pour les deux premières, j'avais pas l'outil de la communication intuitive et maintenant que je l'ai, c'est génial. Pour le troisième, il a vécu avec ça toute sa vie et donc parfois c'est lui qui me demande. Ça, c'est génial. Il me demande vraiment de lui faire une communication parce qu'il sent qu'il y a quelque chose mais qu'il ne sait pas exprimer et donc ça, c'est vraiment un outil qui est merveilleux, hein. Pour les parents, c'est le top. Ouais, ouais. Et puis des fois, on peut s'inquiéter pour quelque chose. Et finalement, quand on écoute la sagesse, bah, ça nous rassure. Mais surtout, ça vient rassurer l'enfant parce qu'on arrive à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Euh, Mm. Ce qui revient donc très souvent, c'est ce qu'on vous disait, en grosse thématique et problématique, ce sont les séparations qui sont difficiles. Alors, c'est vrai que c'est plutôt normal qu'au début, la séparation soit difficile pour l'enfant, qu'il ait du mal à se détacher de son parent parce que c'est nouveau, bah, ça c'est complètement. D'ailleurs, on peut lui dire, hein, là, vraiment, ne pas hésiter à dire que l'enfant qui ressent une petite anxiété face à la nouveauté, en fait, c'est normal. Même nous, en tant qu'adultes, hein, quand on va dans un nouveau lieu avec des nouvelles personnes, on peut ressentir ce type de petit stress. Donc ça, c'est normal. Le normaliser, ça vient apaiser aussi l'émotion. Par contre, c'est vrai que si ça dure au-delà d'un certain temps, faut peut-être aller voir ce qui se joue derrière. Ouais. Oui. En général, et c'est d'ailleurs ce que disent hein, les maîtresses ou les ATSEM avec qui j'ai pu échanger, c'est que la première semaine, deuxième semaine, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt normal. Et il y a beaucoup d'enfants qui vont pleurer au moment de la séparation. Troisième semaine, ça a tendance à s'améliorer, mais ça peut encore durer. Si par contre, au-delà des 3 semaines, ça dure, ne pas hésiter à rencontrer quelqu'un pour aller voir un petit peu ce qui se joue derrière. Et sans attendre aussi les 3 semaines, si vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose et que ça vous tord, là, cette sensation, ça vous tord à l'intérieur du ventre, allez voir ce qu'il y a. Parce qu'au-delà de cette séparation, de cette adaptation,
Des fois, il y a autre chose. Et dans les familles qu'on reçoit, moi, à chaque fois, je suis étonnée, émerveillée aussi de voir tout ce que l'enfant capte et tout ce qu'il essaie d'exprimer au moment de la séparation avec son parent à l'école. Alors, à l'école, mais aussi chez la nounou. Il y a plein de choses qui se jouent à ce moment-là et qui font écho à parfois des situations qui ont déjà été vécues auparavant pour l'enfant et des fois même pour le parent. Et là, on est en plein transgénérationnel où un enfant va venir exprimer une difficulté, une peur de séparation qui finalement ne lui appartient pas réellement à lui, mais qui appartient à l'un de ses parents. Si dans l'histoire du parent, il y a eu une séparation difficile, notamment de l'abandon ou une séparation avec l'un des parents qui n'est jamais revenu. Et des fois, rien qu'une séparation dans le couple des parents, c'est ce moment-là voilà, qui se réactive. Je ne sais pas si tu as d'autres retours de communication là, qui te viennent sur cet écho à la séparation, à des moments sur lesquels ça peut renvoyer. Alors moi j'avais envie d'ajouter, il y a la séparation, il y a le moment de la séparation, mais en fait ce moment-là, il peut être très fugace. C'est-à-dire que l'enfant peut pleurer vraiment au moment de la séparation et nous, bon bah voilà, on y va, on se sent pas très bien et en fait le soir, on nous dit, ben ça a duré 2 minutes et l'enfant s'est calmé et toute la journée s'est bien passée. Je dirais que même pareil, sans attendre les 3 semaines, si l'enfant pleure toute la journée. Là, c'est pareil. Il y a peut-être quelque chose quand même aussi à aller explorer parce que voilà, c'est pas serein, c'est pas serein et on peut pas laisser son enfant être mal comme ça toute la journée. Donc il y a ça aussi, il y a les pleurs la journée qui peuvent être un petit signal d'alerte. Moi, j'ai eu ma fille, ma grande, qui a vécu comme ça plusieurs semaines, voire plusieurs mois où effectivement les séparations étaient très très compliquées, très difficiles. Et malheureusement, à l'époque, on pouvait pas faire grand-chose, quoi. On pouvait pas faire grand-chose. Donc, bon, voilà. Aujourd'hui, bon, moi, je peux accompagner. Et quand j'accompagne, on a parfois des séparations, alors à la crèche ou à l'école, qui viennent faire écho à des choses qui ont pu se jouer à la naissance, par exemple. Oui, beaucoup. Voilà. Ça revient très, très souvent, la naissance, les premières Ah, semaines. voilà. Voilà, c'est une des premières séparations et il a pu se passer plein de choses qui, du point de vue de l'enfant, ont été vécues de manière très forte et ont créé voilà cette petite blessure en lui. Et c'est vrai que ça peut se rejouer ensuite au moment des séparations. Donc là, c'est important de revenir dessus et d'accompagner parents et enfants. Et ce que j'ai beaucoup aussi vu, c'est des enfants qui exprimaient même l'émotion du parent. C'est-à-dire que j'ai des enfants en fait que je reçois en séance. Donc les parents viennent pour une raison pour l'enfant et en fait l'enfant vient exprimer l'émotion qui est ressentie par le parent. Et donc, je dis souvent, les enfants sont, on l'entend cette expression, des éponges émotionnelles, et c'est vrai. Ils ressentent énormément nos émotions, même si on essaye de les cacher. Et donc, parfois, c'est effectivement le parent qui doit aussi euh, comprendre un petit peu ce qui s'est passé aussi dans son histoire et s'apaiser pour que l'enfant puisse lui-même être apaisé. Oui, tu vois, Donc c'est ça, intéressant quand tu dis que le parent, c'est son émotion à lui, l'enfant le ressent et va chercher à l'exprimer en fait pour dire, là, moi, je suis en train de revivre soit une situation qui a été vécue par mon père ou par ma mère, donc je revis cette situation, je l'exprime, tout ça pour que le parent en prenne conscience et qu'il vienne travailler sur ses propres blessures. Et il y a, comme tu disais, même si on le cache à nos enfants, même si on n'en parle pas, justement, c'est parce qu'on n'en parle pas que ça devient quelque chose de difficile. Et on va retrouver aussi beaucoup d'enfants qui vont exprimer une émotion que vit actuellement le parent. Ça m'arrive régulièrement d'avoir des enfants qui vont dire, mais là, je sens que papa, par exemple, il est triste ou que maman est triste, quelle que soit la situation qui a été vécue. Hein. Si c'est un deuil, si c'est une situation difficile, par exemple, au travail. Alors ça, c'est pas lié à la rentrée scolaire. On peut le retrouver à n'importe quel moment où l'enfant, du jour au lendemain, il ne veut plus aller à l'école. C'est ce que nous, on voit avec notre regard de parents,
Mais en fait, c'est pas qu'il ne veut plus aller à l'école, c'est qu'il ne veut pas aller à l'école parce qu'il pense qu'il doit faire quelque chose pour son parent et rester avec son parent et prendre soin de lui parce qu'il traverse une période difficile. Et en réalité, il n'y a aucun souci avec l'école. Et nous, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas avec les autres enfants, avec la maîtresse à la cantine. Et en fait, non, l'enfant, il s'inquiète pour son parent. Il se dit, bah, il faut que je reste avec lui. Et nous, en tant que parents, on a tendance à se dire, bah, je ne vais pas raconter que bah, en ce moment, je vis une situation difficile. Je ne vais pas lui en parler. Il est trop petit, il ne comprendrait pas. Je ne vais pas l'inquiéter. Mais en fait, l'enfant va ressentir l'ambiance, l'atmosphère. Et c'est ça, justement, qui va l'inquiéter. Oui, Et ça, on le exactement. fait très souvent en rendez-vous. Ouais. Et alors, moi, j'ai eu même un rendez-vous où c'était pas une situation difficile qui était vécue. En fait, c'était un couple qui avait prévu un week-end en amoureux pour fêter leur anniversaire de mariage. Et c'était la première fois qu'ils partaient sans leur enfant. Et ça, l'enfant, il l'a senti. Et il a senti qu'il y avait enfin, il avait peur que ce soit compliqué pour papa et maman de partir sans lui. Et donc, il voulait rassurer les parents. Et donc, il était collé aux parents, collé à la maman, ce qui avait tendance du coup à inquiéter la maman en disant, mais il est collé à moi, je ne peux pas partir. Donc, c'était en train de nourrir cette notion-là de sacrifice. Et donc, en fait, on a fait la communication 2 jours avant le timing était fou. 2 jours avant ce week-end, l'enfant s'est apaisé, la maman, elle a compris en fait ce qui se jouait, pourquoi son enfant était collé à elle. En fait, c'était pour essayer de la rassurer, mais ça avait l'effet inverse. Et oui, Et donc, elle m'a dit là, elle m'a dit, écoute, si on n'avait pas fait cette communication, je pense qu'on ne serait pas parti. Et donc, ils auraient sacrifié leur week-end pour leur enfant, ce qui était exactement la peur de l'enfant. Voilà. Donc, parfois, venir juste mettre des mots, comprendre ce qui se joue, ça vient vraiment apaiser les situations. Et donc, bah voilà, ce couple a pu partir en week-end en amoureux, profiter de ce temps-là, et leur enfant a pu se séparer d'eux de manière tout à fait apaisée parce il a bien vu que les parents se sacrifiaient pas pour lui. Et donc, c'était OK. Voilà. Donc, c'est vrai que ça peut même être une séparation positive. Voilà, mais qui vient rejouer des choses. et c'est la croyance de l'enfant, c'est ça, c'est que Exact. les Exact. croyances, des fois, elles sont, quand on entend les croyances des enfants, on se dit, waouh, quand même, c'est la construction de la croyance, c'est faite à un moment, donc on va identifier à quel moment la croyance, elle s'est formée et comment elle se rejoue dans le quotidien. Et des fois, on est sur des événements où on se dit, bah, non, nous en tant que parents, bah, je ne vois pas, tout s'est bien passé. Mais lui, l'enfant, avec son regard, il y a une situation il n'a pas compris la situation. Et notre cerveau, même chez les tout petits, on a besoin de comprendre. Donc, on vient se poser une information pour trouver la situation normale. Et cette information qu'on vient poser, ça s'appelle une croyance. Donc, on croit quelque chose et cette croyance devient notre réalité. Et quelles que soient les situations dans lesquelles on va être confronté, eh ben, on va tout le temps croire la C'est même chose. ça. C'est ça. Et là aussi, c'était en rapport avec la naissance. Donc, c'est vrai que souvent, la naissance, on y revient, hein, il a pu se passer plein de choses lors de la naissance. Et alors même que les parents me disent, ah, ben, tout s'est bien passé, je vois pas. Ben, du point de vue de l'enfant, il peut y avoir eu quelque chose voilà, qui a entraîné effectivement une croyance. Et après, ben, voilà, ça se rejoue dans le temps. Oui, et des fois, c'est intéressant de se dire, bon, ben, si c'est difficile de se séparer au moment de l'école, est-ce que c'est difficile uniquement quand c'est maman qui dépose à l'école? Est-ce que Oui. c'est difficile quand c'est papa? Est-ce que c'est pour les deux? Et des fois, ça nous donne de bonnes indications sur, ben, en fait, je ne veux pas laisser maman toute seule. Parce que quand c'est papa, ça se passe bien. Et des fois, ben, c'est le papa qui amène à l'école, c'est difficile le matin. Et finalement, ben, quand c'est maman, ben, ça ne l'est pas. Donc, ça peut Mm. des fois nous dire, bah là, il est peut-être en train d'exprimer quelque chose pour le parent. Et si pour nous, en tant que parents, c'est difficile, on a des craintes, parce qu'on peut avoir, surtout en ce moment, hein, le climat autour de ce qui se passe dans les écoles, bah ça, franchement, ça nous fout en l'air d'entendre tout ça et de se dire bah, qu'on laisse nos enfants, on peut être plein d'inquiétudes. Et de ne rien dire aux enfants sur nos inquiétudes, bah, ça peut nourrir, ils vont sentir qu'il y a quelque chose. Oui.
pas besoin de raconter, mais juste de dire, bah, tu sais, peut-être que tu te poses plein de questions sur l'école, peut-être que tu as des peurs, etc., en fonction de ce que dira l'enfant, et de dire, bah, tu sais, pour moi aussi, là, c'est la première fois que tu vas aller à l'école, et je sens que dans mon ventre, ça me fait un petit quelque chose. Par Mm, contre, je sais qu'on va se retrouver tous les soirs. mm. Et que tous les soirs ou tous les après-midi, je viendrai te chercher à l'école, on se retrouvera, mais ne pas hésiter à dire ce que ça nous fait quand on laisse notre enfant et si on a des inquiétudes. Ouais. Mais ça, c'est mes inquiétudes à moi. Toi, tu as le droit d'être content d'aller à l'école et d'être en joie d'y aller. Voilà, moi, j'ai mes petites inquiétudes et c'est normal parce que je suis l'adulte et que je suis ta maman. Mm, mm, mm. Ça a le droit d'y aller. Et d'ailleurs, par rapport aux inquiétudes, ce qui est chouette à faire, c'est vraiment de préparer en amont la rentrée avec son enfant. Et pas seul dans son coin. Et donc, voilà, ben, choisir le petit sac ensemble, la petite gourde, faire peut-être les étiquettes sur les vêtements, voilà, préparer les affaires, vraiment impliquer l'enfant comme on pourrait impliquer un grand frère ou une grande sœur à l'arrivée d'un bébé dans une famille. Ça, c'est très valorisant et ça permet de faire les choses ensemble et aussi là aussi de baisser la pression. Donc ça, c'est chouette. S'il y a possibilité aussi, souvent maintenant, ça se fait d'aller visiter en amont les écoles. Ça, c'est chouette aussi de le faire parce que bah, du coup, ça rassure et l'enfant et le parent de voir les locaux, rencontrer la maîtresse. Voilà, ça peut être des choses qui sont pas mal en petites choses faciles à faire. Et dans les petites choses à dire aussi, il y a un livre, on vous partagera avec Claire une liste d'ouvrages intéressants à lire, soit à nos enfants, soit pour nous en tant que parents, avec des petits conseils dedans. Mais il y en avait un, c'était bien d'expliquer à l'enfant que l'école, ça va être tous les jours. Et que c'est pas juste aujourd'hui et demain, mais que ça va durer toute l'année et que ça reviendra l'année d'après. Euh, on a tendance parfois à ne pas le dire, à dire bah, tu vas aller à l'école, mais on ne met pas de notion de fin. Et là, la fin, elle est Ouais, dans c'est de bien leur expliquer ça. Et c'est Françoise Dolto qui préconisait de venir symboliser les parents à l'école, que l'enfant a besoin de savoir qu'il part en quelque sorte avec ses parents et que ses parents sont avec lui. Donc les symboliser dans la matière avec quelque chose. Euh, Mm. avec ma fille, on avait fait, donc j'ai ressorti alors ça, c'est quand elle était en dernière année de maternelle, un petit cahier comme ça, où il y a plein de petites feuilles dedans, et on venait lui mettre, bon là c'est du classique, hein, mais des petits dessins, des petits mots, comme ça, on remplissait le cahier au fur et à mesure, et quand elle avait envie, elle savait qu'elle avait ce petit cahier à venir ouvrir et à ouvrir une petite page et regarder ce qu'on lui avait noté avec son papa, et elle aussi, elle pouvait faire des petits dessins dessus. Ça avait bien fonctionné avec elle, et puis à un moment, elle n'avait plus besoin qu'on lui mette de petits mots dessus et jusqu'au jour où elle a laissé à la maison et qu'elle ne la menait plus à l'école. Donc, Ouais, alors moi, Mélanie, j'ai mis en place, pareil, quelque chose alors, d'un peu classique, mais de venir décider un petit cœur sur la main de l'enfant. Alors, pas à l'intérieur, parce que comme il se lave les mains à l'école, ensuite ça disparaît, mais sur le dessus, même, ouais. pourquoi pas là sur le poignet. Et alors, moi, j'appelle ça la réserve à bisous. Donc, moi, je bisoute, j'envoie plein de bisous sur le petit poignet bah, de mon enfant. Et du coup, il part à l'école avec sa réserve à bisous. Et donc, quand il a besoin, il peut regarder, bah voilà, le cœur, penser à moi et se dire qu'il y a plein de bisous de sa maman, de son papa. Ça peut être les sœurs, voilà, selon les besoins de l'enfant. Et ça, c'est très très chouette aussi. Ouais, ça laisse toujours cette idée de se dire mes parents ou ma famille n'est pas très loin. Mm, mm, Pas très loin. exactement. Ouais. Et du coup, sur ça aussi, ça me fait penser que les séparations, on en a déjà un peu parlé, mais c'est vrai que ce qui est bah, bien dans la mesure du possible, c'est d'essayer qu'elles soient les plus j'ai presque envie de dire les plus courtes possibles. Alors, c'est un peu exagéré de dire ça, mais en tout cas, ne pas faire des séparations à rallonge parce que c'est difficile pour l'enfant, c'est difficile pour nous. L'enfant, il sent que on n'arrive pas à partir et c'est angoissant en fait aussi pour l'enfant. Il se dit, bah, mon parent veut pas me laisser, c'est que je dois avoir peur moi-même de quelque chose. Donc voilà. Donc faire attention au moment des séparations, à ce que ça reste quand même relativement bref, que ce soit clair pour l'enfant, ne pas partir en cachette.
Il y a des parents aussi parfois qui pensent bien faire parce que l'enfant, il a détourné son attention avec un adulte, avec un jeu. Et donc, ils se disent, ah, là, c'est bon, mon enfant pleure plus et je vais partir pour que ce soit facile. Et en fait, non, ça peut être contre-productif, ça. Si l'enfant, il se retourne et qu'il voit que vous êtes parti sans le prévenir. C'est vrai qu'on a euh, tendance à se dire, bah, moi, pour la première année de ma fille, au début, on pouvait entrer dans la classe et de me dire, ouais, je partirai quand ça ira mieux. Et en fait, bah non, ça n'allait pas mieux, c'était de pire en pire. Et moi, j'avais vraiment cette idée de me dire, bah, il faut que je reste jusqu'à qu'elle s'apaise. Je vais pas l'abandonner. J'avais vraiment cette idée, je vais pas l'abandonner. Elle est en plein pleurs. Je resterai jusqu'à que ça va. Et bah, c'est la TSEM qui disait, bah, non, je vous assure, allez-y, vous allez voir. Après, ça va aller une fois que vous serez parti. Ça ira mieux. Et du coup, ce qui était chouette, c'est que bah, elle la prenait dans les bras, elle l'amenait à la fenêtre. Et du coup, elle laissait ma fille me regarder sortir de l'école. Et elle m'avait dit, mais restez à côté, vous allez voir, après, vous ne l'entendrez plus. Et effectivement, à partir du moment où elle ne me voyait plus, mais moi, j'étais dans un petit coin, ben, j'entendais elle ne pleurait plus. Et après, ce qui était rassurant pour moi, c'est que tout le reste de la journée se passait bien. Donc, c'était vraiment ce petit moment de séparation qui avait été difficile. Et ben, en communication, on a pu aller voir tout ce qui se jouait pour elle à ce moment-là et quelles blessures en lien avec sa toute petite enfance était réactivée. Ouais. Et ça peut être contre-intuitif un peu pour les parents, hein, parce que tu le décris exactement quand c'est la première fois qu'on vit cette rentrée scolaire, on se dit, bah voilà, je vais rester jusqu'à ce que mon enfant aille bien, et en fait, ça fait un peu l'effet inverse. Et parfois, d'ailleurs, on se sent coupable aussi bah, de partir pendant que l'enfant pleure. Donc là aussi, vraiment, bah, les parents, apaisez-vous. C'est normal en fait, c'est normal et c'est sain et ça va pas durer, ok? Donc tu l'as très bien expliqué avec ton expérience avec ta fille et ça c'est voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut conseiller aux parents même si ça paraît un peu contre-intuitif. Et bien leur expliquer qu'à un moment, on va sortir de la classe, qu'on va partir, et qu'au moment où on partira, bah, ça peut être, bah, comme tu dis, il y a le petit cœur, bah, quand on part, je te remets 3 bisous, et ensuite je m'en vais. Euh, Acter quelque chose, un petit rituel, en fait, et que ce soit toujours la même chose au moment de la séparation et que l'enfant comprenne que c'est à ce moment-là qu'on va se séparer. J'ai souvenir d'une maîtresse qui avait recommandé de ne pas arriver avec les enfants dans les bras parce que bah, c'est difficile pour eux. Il faut qu'ils se décrochent des bras. Et puis nous, si on sent qu'ils sont approchés, ben, on a encore moins envie de les lâcher. Ça nous broie encore plus de l'intérieur. Et après, bah, il faut les poser et il faut qu'ils rentrent dans la classe. Donc la maîtresse avait recommandé, avait dit, bah, les enfants, ils passent le portail sur leurs jambes, mais ils marchent, ça sera beaucoup plus facile Mm, parce qu'ils seront déjà lancés et ils pourront rentrer plus facilement euh, mm. dans la classe que s'ils sont dans les bras. Alors c'est vrai que bah, on se dit bah non, quand même je vais lui faire un câlin, je vais pas la laisser comme ça, mais ça Ouais. marche. Mais ça Ouais. marche et c'est plutôt un bon conseil, je trouve, même si au premier abord ça peut paraître un petit peu dur. Ouais, tout à fait, exactement. Donc c'est vrai, tout ça, bah, moi je l'ai vécu hein, avec les enfants et effectivement, tenir son enfant par la main et qui marche avec son petit sac, avec voilà, c'est aussi lui apporter une certaine fierté aussi de d'y aller comme ça, comme un grand, parce que voilà, on arrive un peu dans la grande école plutôt que d'être comme un bébé. Voilà, ça peut faire rejouer aussi des choses. Donc c'est vrai que voilà, sur les deux pieds, ça marche bien. Nous, Mm. ce qu'on faisait avec notre fille, c'est qu'on arrivait en avance au portail. Ça, si on a la possibilité de le faire, on arrivait en avance. Du coup, on était les premières hein, à chaque fois au portail. Ce qui fait que quand la maîtresse déjà arrivait pour ouvrir le portail, bah, elle avait un bonjour de la maîtresse, elle était vue par la maîtresse et c'était la première à entrer. Ce qui fait que elle ne voyait pas bah, tout ce qui se passait derrière et tous les autres enfants qui restaient accrochés aux parents et qui pleuraient. C'était plus facilitant parce que si on arrivait après, et ben du coup, c'était bah, pareil pour elle, elle s'accrochait, elle voyait les autres pleurer, et donc elle n'avait pas envie d'y aller. Et d'être la première, ben, ça c'est quelque chose qu'on a gardé, je crois, toute l'année maternelle, la première année de l'école maternelle, on a gardé ça et c'était vraiment plus facile pour elle.
Oui. Et puis, ben voilà, vraiment, ça aussi, on en a un petit peu parlé, mais mettre en place des rituels, de la même manière qu'on a des rituels pour aller au dodo, là aussi, mettre en place des rituels le matin pour partir à l'école, pour se quitter. Et d'ailleurs, en parlant du sommeil, c'est très classique, hein, mais les enfants, le sommeil, c'est un des premiers éléments qui est impacté dans leur vie quand il y a des émotions, quand il y a des choses qui les travaillent. Et donc, le sommeil, effectivement, peut être un peu perturbé là sur cette période, un petit peu avant la rentrée, un petit peu après. Donc ça, c'est normal. C'est normal. Il faut se préparer en tant que parent, mais normalement, ça ne dure pas. OK? Ouais. Les rituels servent aussi à ça, à sécuriser l'enfant entre avant, pendant la rentrée et sur les premiers jours, premières semaines, mais ça ne doit pas durer. Si ça Ouais. dure, Se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, quelque chose qu'on n'aurait pas compris au-delà du temps d'adaptation. Euh, c'est en communication intuitive, nous on reçoit beaucoup d'enfants de la crèche, à partir de la crèche jusqu'à l'adolescence, et on reçoit des enfants qui peuvent avoir des difficultés, soit chez la nounou à la crèche ou à l'école, euh, pas forcément au moment de la rentrée, mais à n'importe quel moment au cours de l'année, il peut y avoir des difficultés. Et d'aller écouter ce qui se joue pour eux, c'est hyper intéressant parce que des fois, c'est en lien avec la séparation parce qu'il se passe quelque chose dans la famille actuellement et l'enfant a cette croyance, on en a parlé de, en fait, je dois faire quelque chose pour mes parents. C'est très inconscient, bien évidemment, parce que quand on en parle à l'enfant, il n'en a aucune conscience. Et moi, j'ai souvenir d'une communication avec ma fille quand elle avait 18 mois où il y avait des difficultés, des pleurs pour aller chez la nounou, et tout s'est toujours très bien passé. Et ça se passait très bien quand elle était chez la nounou. Et quand on a pu aller écouter ce qu'il y avait derrière, ce qui se cachait derrière, bon, ça n'avait rien à voir avec la nounou, et c'était quelque chose qu'elle, à 18 mois, elle ne pouvait pas avoir en conscience parce que c'est quelque chose dont on n'avait jamais parlé. ouais, c'est incroyable. Donc, Ouais, ça ouais. peut se réveiller comme ça. Donc, ça peut être en lien voilà, avec quelque chose que pressentent les enfants. Ça peut aussi être en lien, bien évidemment, avec ce qui se passe à l'école. Mm. Qui se passe à l'école, soit avec les autres enfants, soit avec un animateur ou une animatrice, soit avec le maître ou la maîtresse. Et pareil, avec ma fille, on a eu l'occasion de faire des communications où ça nous pointait quelque chose directement en lien avec la maîtresse. Donc, on prend rendez-vous et on échange sur la croyance ce que croit notre fils, qu'elle croyait pour pouvoir aller défaire et déconstruire Ouais. cette croyance. Et je dirais même d'autant plus quand les enfants sont un peu différents. Parfois, on entend beaucoup parler des neuroatypies et parfois sur des tout petits comme ça, c'est pas forcément diagnostiqué, mais on sent que l'enfant a des petites particularités et souvent, les maîtresses, elles sont pas forcément formées pour accompagner les enfants à particularité et donc ça peut être plus difficile pour certains enfants cette arrivée à l'école parce que justement l'adulte en face il est pas comme papa maman et il s'est pas forcément toujours bien accompagné. Et donc moi j'ai souvenir d'un petit garçon avec une neuroatypie qui dès la première semaine ouais pas le jour de la rentrée mais sur la première semaine il est remonté sur la première semaine d'école et qui nous disait qu'en fait il souhaitait simplement des relations plus simples avec sa maîtresse. C'était quelque chose qui était complexe. La maîtresse avait fait des remarques aux parents, justement pour parler du comportement de l'enfant. Et lui, il désirait juste quelque chose de plus simple, voilà, en lien avec sa maîtresse. Donc oui, il peut se jouer des choses aussi à ce niveau-là. Ouais, et de pouvoir mettre le doigt dessus pour expliquer à l'enfant, lui dire, OK, on comprend en fait ce qui se joue pour toi et maintenant tu n'es plus seul à le vivre parce qu'on a compris, même Mm. si l'enfant n'arrive pas à l'exprimer en communication intuitive, on va comprendre et on va pouvoir l'accompagner, lui dire, là déjà tu n'es plus seul et on va faire en sorte, on va tout mettre en œuvre pour que ça se passe mieux pour toi à l'école, quitte à prendre rendez-vous avec le maître, la maîtresse, Exactement. Mm. etc. Oui. J'avais envie aussi de parler de quand on retrouve nos enfants à la sortie de l'école. On a parlé de l'avant qui est très important, mais il y a aussi des petites choses qu'on peut mettre
en place. Et c'est toujours Françoise Dolto qui donnait ces recommandations. C'est que quand on vient chercher notre enfant à la sortie de l'école, ce qu'elle recommandait, c'est que notre enfant, dès qu'il sort de l'école, il puisse directement identifier et voir son parent et voir que son parent, il est là. Donc, ce que ça implique derrière, c'est de déjà en amont dire, ben, quand je viendrai te chercher à la sortie de l'école ou du centre, en fonction de comment ça se passe, je serai toujours à cet endroit et déjà le visualiser. Du coup, l'enfant, quand il sort, il regardera à cet endroit et il voit son parent posé là. Et là, ça le rassure. Et elle disait, quand on vient le chercher notre enfant, toujours arriver avec un petit quelque chose pour l'enfant. Donc, ça peut être son goûter ou ne serait-ce qu'une gourde avec de l'eau. Ok. Rien que ça, pour montrer à l'enfant qu'on est là, qu'on est bien là et qu'on est disponible pour lui. C'est pas grand-chose, mais je vous assure, ça change beaucoup. Et de bien rester de toujours se mettre au bon endroit. Ça, c'est quelque chose qu'on fait toujours avec ma fille. Et dès qu'elle sort, le premier regard, c'est dans l'angle où je me mets C'est à rassurant. chaque fois. Ouais, c'est quelque chose de très rassurant de dire, bah, quoi qu'il se passe, dès que je sors, je sais que ma mère, elle sera là. Ouais. Et moi, j'ai envie d'ajouter, j'ai beaucoup d'enfants aussi en communication intuitive qui ont besoin de se dépenser, qui ont besoin vraiment de liberté après l'école. Et donc, si vous avez possibilité, s'il y a une aire de jeu, des choses comme ça, laissez-leur un temps vraiment pour décharger physiquement, parce que mine de rien, en classe, il faut être assis un certain temps, respecter des règles, etc. Donc, ça peut être plus ou moins difficile selon les enfants. Et donc, voilà, leur laisser ce temps aussi, cet espace-là, là, pour se défouler physiquement, ça peut être très précieux. Donc, se défouler émotionnellement, se défouler physiquement, et ne pas prévoir d'activité, prévoir des soirées calmes, etc., pour récupérer, se ressourcer après une journée qui a pu être aussi fatigante, en bruit, en expérience, etc. Ouais, le parc, c'est vrai que ça peut être, des fois, on se dit, bah, c'est contraignant parce que bon, on rentre du travail, on récupère les enfants, il faut préparer à manger, il y a plein de choses à prévoir. Mais des fois, s'arrêter ne serait-ce que 15 minutes, bah, ça change toute la soirée. Oui, exactement. 15 minutes de dépense, ça change toute l'ambiance de fin de journée. Et on sait à quel point bah, ça peut être compliqué les fins de Ouais. journée. Et d'ailleurs, tu me fais penser, Mélanie, que j'ai pas trop parlé de ça, mais moi, je suis doula à la vie civile. Je suis doula et quand j'accompagne les familles, je les accompagne aussi sur une technique qui s'appelle le batch cooking, qui permet vraiment d'organiser aussi les repas pour toute la semaine et enlever une grosse charge mentale qu'on connaît toutes, qui est de rentrer le soir et de préparer à manger. Donc là, l'idée, c'est vraiment de préparer les repas en amont. Et ça peut être un très bon conseil aussi à donner, notamment par exemple sur la première semaine de rentrée. N'hésitez pas à avoir vos repas prêts le soir pour être au maximum disponible pour vos enfants. Donc Ouais. ça peut être vraiment très, très chouette. Oui, il n'y a plus qu'à soit sortir du frais, soit à décongeler. C'est ça. Juste Ouais, à mettre au four. un peu d'organisation en amont, mais c'est vrai Exactement. que c'est hyper agréable. Alors, on le fait de temps en temps, on n'est pas suffisamment bien organisé à la maison pour réussir à le faire, mais quand c'est fait, c'est hyper appréciable de juste Oui, avoir oui. sortir le Oui, plat. oui. C'est vrai que ça adoucit pas mal les soirées. Euh, Moi, j'avais aussi envie de dire en petits signaux peut-être d'alerte pour les parents, qu'on a parlé du sommeil qui peut être perturbé, des pleurs si ça dure toute la journée ou si ça dure vraiment très longtemps dans la durée. On peut avoir aussi la continence. On peut avoir des enfants qui étaient totalement continents, il n'y avait aucun problème. Et puis, ben voilà, au moment de la rentrée, de l'arrivée à l'école, il y a des petits accidents. Donc là, c'est pareil, c'est un peu comme pour le reste. Ça peut être normal parce que c'est le temps d'adaptation, mais avoir quand même ce petit signal en disant si ça dure trop longtemps, voilà, allez voir ce qui se joue derrière, ça peut être intéressant aussi. Si vous sentez que la continence est difficile aussi à mettre en place. Ça peut être même en amont, là, pourquoi pas faire une com en amont de la rentrée pour voir ce qui peut bloquer. Oui, c'est Euh, évidemment là, cette période-là, moi, je reçois beaucoup d'enfants en séance justement pour aller voir ce qui se joue derrière la continence, cette acquisition de la continence où ça bloque. Alors bien évidemment, il faut que le corps soit prêt. Si le corps n'est pas prêt, on peut tout faire, il ne se passera rien. Mais il arrive que le corps est prêt. Donc ça, la sagesse, elle nous le dit. Le corps, sur le côté physique,
tout va bien. Dans tous les cas, si sur le côté physique, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas avec nous qu'on travaillera ça, mais Non. avec les médecins. Euh, mais la sagesse nous dit que c'est sur le côté émotionnel. Et là, bah, c'est fou aussi tout ce qu'on peut retrouver derrière des petites choses, enfin de revenir en arrière sur des événements, soit en lien avec l'enfant, soit avec les parents. Et quand on met le doigt dessus, j'ai souvenir d'enfants, et notamment d'une petite fille, on fait la communication, les parents ne venaient pas du tout pour ça. Et quand on finit la séance, elle part et arrive à la voiture, elle dit à sa maman, je veux plus la couche. Donc, elle venait pas pour cette thématique-là, mais elle voulait plus la couche. Et c'était terminé pour elle. Elle n'a plus eu besoin de couche la journée et la nuit. Donc, ce qu'elle avait dit, sa sagesse, bah, venait l'aider émotionnellement par rapport à ça. Donc, c'est vrai que bah, là, si c'est quelque chose qui vous questionne en ce moment, bah, n'hésitez pas à contacter Claire qui pourra vous accompagner. Vous et vos enfants en amont de la rentrée, ou si même si bah, vous voyez que ça fait déjà, vos enfants, c'est pas leur première rentrée scolaire, mais ça fait déjà 2, 3 ans qu'ils sont à l'école et tous les matins, c'est difficile. Pareil, allez voir, Mm. ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe. Là, on est vraiment sur un niveau très, très inconscient. Oui, bien sûr. Là, sur la continence, moi, j'ai un exemple très parlant bah, avec mon fils. Donc, il est continent. Et du jour au lendemain, il s'est mis à vraiment avoir des accidents, mais 4 fois, 5 fois par jour. Donc, voilà, on a compris qu'il se passait quelque chose. Et en fait, ben, alors très vite, j'ai fait le lien. C'est arrivé à partir du jour où on lui a dit qu'on avait fait les papiers pour la rentrée. Donc ok, donc on se dit ok, il y a peut-être un petit quelque chose à aller voir. Et en fait, je fais la communication intuitive. Donc là, c'est génial d'être parent et d'être formé à la communication intuitive parce que voilà, je me suis formée grâce à Mélanie et c'est vraiment un outil que j'utilise très souvent avec mes enfants et c'est voilà très précieux. Et donc, je vais écouter ce qu'il a à dire. Et en fait, c'était pas ça. Le même jour, on avait évoqué un autre sujet. Et là, bah, c'était le fait que ses grands-parents allaient venir le week-end. Et il se trouve que voilà, c'était un peu angoissant pour moi, sans raconter ma vie. Et en fait, voilà, lui, il avait capté ça. Et c'était ça qu'il exprimait. Donc, parfois, en tant que parent, on pense comprendre ce qui se joue derrière. Ça arrive aussi hein, derrière un symptôme. Donc là, c'était bah, voilà, les accidents de pipi. J'ai cru que c'était ça, j'ai cru que c'était la rentrée scolaire. Et en fait, non, c'était pas ça, c'était autre chose. Et du coup, j'ai pu vraiment bah, voilà, venir lui parler de ce qu'il avait ressenti et l'accompagner sur ça. Et vous me croirez ou pas, j'ai fait ça un matin. Le jour même, je le dépose à la crèche. C'était fini. Plus d'accident. Ouais, Ça, ouais. c'est. Enfin, Il y même, a un même côté, moi, je suis encore estomaquée de ça, de voilà, à quel point ça peut soulager un enfant et à quel point on peut vraiment l'accompagner efficacement ben, en comprenant ce qui se joue derrière, en fait. Mm. ouais, il y a ce côté, il y a des communications qui sont bah, vraiment bluffante où il y a un symptôme, du moins il y a quelque chose qui est exprimé. Alors quand je dis symptôme, hein, ça peut être des accidents de pipi, etc., ou les séparations difficiles. Et du jour au lendemain, c'est terminé. On pose des mots dessus et c'est fini. Je vous racontais tout à l'heure quand ma fille, elle pleurait à un moment pour aller chez la nounou. À partir du moment où on a mis le doigt dessus, et ben, c'était terminé. Elle repartait chez la nounou du jour au lendemain sans pleurs. Donc il y a quelque chose de magique derrière et c'est vrai que c'est un outil, alors nous, on en a usé et abusé avec notre fille, hein, parce que ça nous a vraiment aidé. Et maintenant, je trouve ça tellement chouette de pouvoir le proposer aux familles pour accompagner les parents et les enfants, et de voir des mamans comme toi, Claire, Mm. qui bah, se forment au début pour accompagner leurs enfants, et finalement, en fait, très vite, on se retrouve à faire des communications aux enfants de l'entourage et à l'ajouter, comme toi, tu le fais dans tes accompagnements doula auprès des familles que tu reçois. Ouais, c'est hyper précieux en tant que parent. Donc moi j'ai donc bah, 3 enfants et donc très vite je me suis dit ben je peux pas aller voir Mélanie dès que j'ai un souci avec un de mes enfants. Donc c'est vrai que se former en tant que parent c'est vraiment génial et on peut l'utiliser à tout âge. Ma fille de 10 ans,
je lui fais des communications. Et elle sait parler, mais parfois elle sent qu'elle a quelque chose. euh, Elle n'arrive pas à mettre les mots, ou c'est pas clair, ou elle sait pas exactement d'où ça vient. Et vraiment, ça c'est génial en communication intuitive, on va aller pointer l'origine. Et quand on travaille sur l'origine, ça change tout. Ça change tout en fait, parce qu'on a les bons mots, parce qu'on comprend exactement ce qui s'est passé. On a vraiment une clé de compréhension de son enfant, et ça change notre façon aussi d'accompagner nos enfants au quotidien. Voilà, donc Notre les mots regard qu'on change. emploie, Notre ah, regard c'est change et on arrive à voir un petit peu les fragilités de nos enfants. exactement. Il y a vraiment, moi j'ai des antennes maintenant avec ma fille en me disant, ben, dans ce type de situation, je sais que plusieurs fois en communication, elle nous a ramené dessus, donc je vais être un peu plus vigilante et Ouais, faire ça peut attention à être ce qui aussi. se joue autour d'elle. Exactement, exactement. Donc ça, c'est vraiment génial de se former en tant que parent. Et moi, c'est vraiment, ça m'a bluffé en tant que parent. Et naturellement, je l'ai ajouté en fait à mes accompagnements parce qu'on est vraiment sur de l'écoute. Et moi, mon métier de doula, c'est l'écoute. Donc, c'est très naturel que ça vient s'ajouter à cette activité. Et c'est une grande joie de pouvoir accompagner aussi les parents sur aller voir parfois plus profondément ce qui se joue en eux ou pour leurs enfants, et pour apaiser en fait les familles. C'est Ouais. voilà, c'est un très bel outil. On a parlé de l'école, mais on peut aller voir ce qui se joue derrière n'importe quelle autre situation. Euh, Mm. En tout cas, merci beaucoup Claire pour ce moment où on a pu échanger autour de l'école, des enfants et de l'école. Ça nous tenait vraiment à cœur de partager ça avec vous. On vous prépare différents petits supports qu'on vous laissera en accès libre en dessous de la vidéo Ah, pour vous cool. accompagner. Ouais, et Claire, tu as pas mal de ressources intéressantes à partager. Je crois notamment, il y a une petite histoire Mm. que tu apprécies plus que les autres. Oui, je sais pas si on Si a le on- temps d'en ouais, si parler. tu peux en parler, oui, oui, oui. Ouais. Alors ça, c'est une petite histoire que j'aime beaucoup lire à mon fils. Donc, vous voyez, c'est mes premières belles histoires. Il y a plein de supports comme ça qui sont vraiment très bien. Et en général, les magazines préparent des éditions spéciales rentrées. Et cette histoire, je l'aime beaucoup parce que le petit garçon, au moment de la rentrée, en fait, il sent que il n'est pas vraiment prêt. Il y a quelque chose qui joue en lui, et donc il dit c'est parce qu'il manque un bouton à ma veste. Donc ok, on lui recoue son bouton. Puis ensuite non, il est toujours pas prêt. C'est parce que sa boîte à goûter, elle est un peu cassée. Donc on lui donne une belle boîte à goûter. Et puis, non, il est toujours pas prêt. Et en fait, ça, on le vit vraiment avec nos enfants, Oui. euh, même au moment du coucher, hein. Encore un bisou, encore une histoire. Ah, j'ai besoin d'aller faire pipi, j'ai trop chaud. Bon, parfois, il fait vraiment trop chaud. Euh, mais souvent, les enfants, c'est leur manière, en fait, d'attirer un peu notre attention sur quelque chose d'émotionnel qu'il y a derrière. Et là, c'est exactement ce qui se joue dans cette histoire. Et l'enfant, il finit par dire qu'effectivement, en fait, il a peur d'être tout seul à la cour de récré. Donc ça, je trouve ça très chouette parce que ça aide les parents et les enfants à comprendre aussi que parfois, derrière des besoins matériels, en fait, il y a autre chose qui se joue, il y a des besoins émotionnels. Et donc, là encore, c'est vrai que l'outil de la communication intuitive, il est génial pour aller comprendre ce qu'il y a derrière. Mm. Chouette. On vous mettra le titre du petit livre et on vous en partagera d'autres aussi. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations avant la rentrée scolaire, euh, n'importe quelle N'hésite pas. question, voilà, Mm. n'hésitez pas à contacter Claire ou à m'écrire et on pourra voilà, échanger avec vous avec grand plaisir. Oui. On vous souhaite une belle journée et encore merci Claire pour ce moment ensemble. Avec plaisir, Mélanie.